Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin 2025. On va décortiquer l'actualité. Nous sommes très heureux de savoir déjà que vous êtes très nombreux en train de nous suivre devant vos petits écrans, vos téléphones, iPad et tant d'autres moyens de communication. Et bien, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Principalement, on va parler des deux sujets majeurs. Il s'agit des dernières retouches des experts pour le deal RDC-ISA, mais on va essayer d'évoquer l'autre aspect des choses que l'on ignore. Et le deuxième sujet majeur, on va essayer de parler les dossiers Moutamba au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons été surpris automatiquement. Le point qui devait être inscrit à l'ordre du jour concernant l'autorisation de poursuites contre le ministre de la Justice ne figure pas dans l'ordre du jour. Qu'est-ce qui a changé subitement? On va les connaître ici dans cette émission. Nous vous demandons de rester scotché jusqu'à la fin pour pouvoir vous en faire une idée et savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans la politique en République démocratique du Congo. Très chers internautes, sans tarder, on va passer directement à l'analyse de nos sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Nous avons tous suivi avec une très bonne insistance des différentes de nos sources qui nous ont fait état des avancées très significatives au regard du deal entre la RDC et le JISA. Au moment où nous vous parlons, il est très clair que les différentes parties ont déjà remis leur projet et que le rassemblage est en train d'être fait. Et maintenant, ce sont les experts qui sont en train d'analyser, faire de l'étoiletage, les dernières retouches pour pouvoir produire un travail final et qui va nous permettre que le parti puisse le signer. Et c'est là, c'est une bonne nouvelle justement. Pourquoi? Parce que toutes les manœuvres qui sont en train d'être menées par à la fois la partie rwandaise, par l'entremise de ses supplétifs, notamment l'AFC 123, mais aussi l'ancien président de la République, notamment de vouloir tenter de persuader les décideurs américains sur la nécessité de prendre en compte le mouvement rebelle qui interviennent dans la partie Est étant des Congolais. Mais alors qu'ils oublient que les services de renseignement américains a toutes les informations possibles. Raison pour laquelle vous avez suivi que, comme je vous l'ai dit précédemment, que Bintou Keïta les a amené un message clair de la part des États-Unis. C'est lui de leur demander de quitter toutes ces parties Est afin de pouvoir favoriser la signature de l'accord de paix, mais aussi la suite du deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Et voilà ce qui va se faire. Et déjà, c'est déjà, comme je vous ai dit, en train d'être toiletté. Et le Rwanda ne pourra plus rien faire. Ce qu'il est en train de tenter, ce sont des gens qui sont habitués à manipuler, mais aussi à dominer sur les autres lorsqu'ils se sentent en difficulté. Ils ne s'avouent pas vaincus si facilement. Ils sont en train toujours de tenter de voir un moyen comment se retrouver autrement. Parce que le but pour eux, c'est de continuer à piller nos richesses sans pour autant passer par des voies légales. Parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté. La première des difficultés, c'est-à-dire, c'est le fait pour les Rwandais d'accepter de signer la déclaration des principes. Puisque la déclaration des principes, ce sont des préalables. On vous dit, OK, nous allons signer un accord de paix, mais entendons-nous avant l'élaboration de ces projets d'accord sur des préalables, parmi lesquels il y a la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, mais aussi le respect de la souveraineté, des frontières de tous les États que nous avons hérités depuis 1885 lors des conférences de Berlin. Et cet état des choses met Kagame en difficulté ou sinon en échec justement. Pourquoi? Parce que si
il accepte de respecter la souveraineté et la non-ingérence, alors que ce sont ces deux éléments qui a permis à Kagame d'avoir la même mise sur la politique congolaise ou sinon de diriger les Congos. Comme vous le savez tous, c'est Kagame qui dirigeait, bien que les gens pensent que pendant la période de l'ancien président de la République, nous étions en paix, et alors que c'était une paix de façade justement, puisque vous devez savoir que la vraie paix, c'est lorsque vous êtes maître de votre destin. Nous n'étions pas maîtres de notre destin, nous subissons les dictats du Rwanda justement parce que le Rwanda ne pouvait plus combattre quelqu'un qu'il contrôle. Il contrôlait toutes ces parties Est et ce sont eux qui exploitaient des mines d'Assisa, des grands gisements, par exemple des Rubaya, ce sont eux qui exploitaient. Raison pour laquelle l'Union européenne, voyant que les Congo étaient à la merci du Rwanda, ils ont eu à conclure des accords avec le Rwanda sur des minéraux dont le Rwanda ne disposait pas. Et voilà maintenant aujourd'hui tout est mis à nier et donc Kagame est en difficulté. Cette toilettage-là va bientôt prendre fin. C'est pour cela que vous avez suivi que les émissaires des États-Unis confirmaient que nous avons besoin d'avancer très vite parce que la République démocratique du Congo est un pays stratégique au regard de ses potentialités naturelles, des ressources naturelles, comme pas des minéraux critiques. Donc, le fait que ce soit critique, ce sont des minéraux qui feront l'objet des débats dans le monde. Et donc, la République du Congo en dispose en grande quantité, ou sinon, s'il n'est pas en première position. Et les États-Unis ont des technologies très avancées pour estimer tout cela. Bien qu'ils estiment à 24 000 milliards, mais là, c'est juste une estimation, alors qu'en réalité, il y a des choses, il y a des minéraux qu'ils n'ont même pas pu exploiter. Avec cette guerre entre les États-Unis et la Chine, et donc les États-Unis sont plus que jamais obligés de conclure ces deals avec la République du Congo. Vous devez savoir, ces projets de deals, et sinon par la construction des couloirs de l'Obito, corridors de l'Obito, ce n'est pas un projet seulement de Trump, c'est un projet de l'État américain. Puisque chez eux, il y a des projets qui sont pour leur État. C'est-à-dire que chaque régime qui va venir, il doit en tenir compte. C'est pour leur souveraineté. Et donc, c'est là, ils vont les signer. Donc, il n'y a même pas de débat à faire là-dessus et que nous devons en être très, très prudents. Mais seulement, au-delà de ça, il y a un autre aspect que nous oublions. Le deal va être signé et maintenant, le deal si CD est signé. Quelle est l'autre étape ou l'autre aspect des choses qu'on doit voir? Nous devons savoir capitaliser cette opportunité. La main-d'œuvre. Il faut identifier quelles sont les offres d'emploi qui seront demandées dans ces investissements. Il y aura plusieurs domaines qui vont entrer en ligne de compte, qui va demander de l'expertise. Si nous ne préparions pas, nous risquons d'avoir des ressources humaines, sinon de la main-d'œuvre étrangère en abondance, alors que la ressource humaine, c'est aussi un élément de souveraineté. Lorsque vous avez des locaux qui ont des potentialités, qui ont ce qu'on a vu que qui sont éligibles et assumer des différentes tâches ou fonctions selon les offres qui vont se présenter, vous gagnez plus en souveraineté justement. Pourquoi? Vous allez réduire le taux de chômage des nationaux et vous allez permettre à ce que les transferts de technologies puissent se faire par des nationaux qui par la suite vont rebondir pour créer des choses pour les Congolais eux-mêmes. Et donc, il faut tenir compte de cela. Nous devons aussi définir nos priorités très clairement, savoir ce que nous voulons. C'est pourquoi nous parlons de définir des politiques publiques, de quelle est notre stratégie des politiques publiques de développement dans chaque secteur. Là, on parle des secteurs des minéraux. Nous devons savoir qu'il y a des implications, comme vous avez suivi des émissaires des États-Unis dire que la route rail qu'on va créer là, non seulement ça va permettre pour l'évacuation des minéraux, mais aussi que ce soit pour l'agriculture ou d'autres secteurs, nous aurons besoin de ça pour évacuer nos produits. Si nous voulons par exemple importer ou sinon même faire ce qu'on appelle envoyer en province, créer même nous-mêmes ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Et nous pouvons dire que à Goma, ils vont par exemple produire plus des haricots pour la République du Congo et puis au Kassai par exemple des maïs. Alors, cet avantage comparatif va être à l'avantage du Congo parce que le maïs des Kassai va se vendre dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo,
L'haricot de Goma va se vendre dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça va faire en sorte, ça va créer une émulation qui va faire du développement, booster l'économie de la République démocratique du Congo, déjà entre nous. Et cela va nous permettre que nous puissions organiser pour l'importation. L'importation va nous permettre de faire entrer des devises. Donc tout ça, ça devait être calculé. Ce qui nous étonne, c'est que les intellectuels congolais ne discutent pas sur ces deals. Nous ne voyons pas de débats sur l'analyse scientifique, quelles sont les opportunités, comment faire, quelles sont les stratégies. Des débats, des discussions enrichies, des mémoires des dirigeants. Mais si on ne fait pas ces débats-là, on voit même sur notre chaîne nationale, rien ne s'est fait dans ce sens-là. C'est une erreur monumentale que nous devons corriger. Voilà ce que nous pourrons dire sur ce premier sujet. Le deuxième sujet, comme j'étais en train de dire, c'est le dossier Moutamba. Nous avons tous suivi que le procureur général près à la Cour de cassation avait introduit une demande d'autorisation d'instruction pour Moutamba, afin de l'écouter, d'examiner des faits qui lui est reprochés et de présumer détournement. Mais ce qui nous étonne, c'est la promptitude avec laquelle on est en train de traiter ces dossiers-là. C'est vrai que nous ne pouvons pas encourager les détournements, surtout des commissions, des infractions, mais politiquement, on peut analyser pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Si le plan politique, on pèse aussi l'intérêt. Est-ce que c'est avantageux pour le gouvernement congolais de sacrifier Moutamba? Ce qui est louche dans cette affaire, c'est que le procureur a demandé une autorisation d'instruction, de demande d'autorisation pour l'instruction du ministre Moutamba, mais sans clôture de cette instruction, automatiquement, un deuxième réquisitoire a été encore déposé au niveau du Parlement pour demander maintenant cette fois-ci l'autorisation de poursuite. Moutamba, en tant que ministre, a écrit au procureur général près la Cour de cassation pour lui poser la question de savoir comment est-ce possible que vous n'avez pas clôturé dans sa lettre de réquisition du magistrat, du procureur général. Et il lui aussi interroge sur le fait que l'instruction n'a pas encore été clôturée. Automatiquement, vous lancez encore un deuxième réquisitoire, cette fois-ci pour lever, pour des poursuites, autorisation de poursuites. Cela s'est fait là, cette précipitation-là, sur les plans des droits, déjà, ça ne s'explique pas. Sur les plans éthiques et déontologiques des magistrats, il y a quelque chose qui cloche. Mais pourquoi cela? Il faut qu'on l'examine sur les plans politiques pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Et ce qui est plus grave encore, c'est la réponse du procureur général pour la Cour de cassation. On lui oppose un argument des droits, mais le procureur général répond sur des aspects superficiels, demandant au ministre de se calmer, d'attendre seulement d'aller répondre en justice. Ça, c'est pas une réponse d'un acteur de justice majeur. Vous regardez si on fait une étude comparative avec au niveau de l'Assemblée nationale lorsqu'il s'agit du dossier Matata Ponyo. Dans le dossier Matata Ponyo, lorsque le président de l'Assemblée nationale a écrit au juge de la Cour constitutionnelle, le juge de la Cour constitutionnelle a répondu avec des bases constitutionnelles et légales. C'est-à-dire qu'il a répondu sur l'aspect juridique des choses. Mais le procureur ne répond pas l'aspect juridique. Au lieu de répondre, d'attaquer, de rencontrer un Moutamba avec des arguments juridiques, non, il est superficiel. C'est comme si quelqu'un qui parlait d'une manière vulgaire. Moi, je pense, je suis choqué, mais je suis aussi inquiet. À la fois, j'ai honte pour notre justice. Parce que la justice devait travailler pour contribuer au développement effectif d'un État. Notre société a besoin d'une justice équitable. La justice équitable veut que nous puissions faire des choses tout en respectant l'éthique, même la déontologie des carrières de chaque corporation, notamment ici des magistrats. Mais la façon d'agir là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais subitement, lorsqu'il a déposé son réquisitoire, bien que majoritairement voté au niveau de la commission qui a été spéciale, qui a été instituée pour statuer sur ces cas-là, au niveau de l'ordre du jour, alors qu'ils allaient vite, subitement, on ne retrouve pas cette demande d'autorisation de poursuite dans l'ordre du jour. Cela prouve que, quelque part, il y a un problème. Pourquoi tout de suite on stoppe, on change? Ce que, soit il y a une pression politique, et au regard de tout ce qui se passe, moi je me pose la question, comment le vice-ministre de la Justice va aller dans la commission au niveau des conseils supérieurs de la magistrature, statuer là-bas, un ministre
qui était comme s'il était en train d'être jugé devant les magistrats. Il a boycotté toutes les choses qu'on a fait. Les états généraux, ils ont mis en cause les états généraux. Ils ont analysé les aspects des choses et ils ont même accusé le ministre au regard, par exemple, des libérations qu'il a accordées aux certains détenus et ils estiment que ce sont des libérations qui sont illégales. Mais comment on va mettre en boucle? Par exemple, les états généraux ont été validés au niveau du Conseil des ministres. Au niveau du Conseil des ministres ont été validés. Ce n'est plus l'affaire seulement du ministre de la Justice, c'est une affaire du gouvernement. Comme j'étais en train de dire que les politiques publiques dans chaque secteur, nous devons comprendre une chose. Quelle est notre stratégie et politique publique en matière de l'administration de la justice? Lorsque le gouvernement a une vision, puisque nous sommes en droit public, les compétences sont d'attribution. Cette attribution-là revient au gouvernement. Sur base de quelle attribution ou compétence que le magistrat vont chercher à annuler ou les critiquer ou faire tomber les états généraux, revenir sur les états généraux. Alors que les états généraux ont été organisés avec le concours de plusieurs partenaires ou bien différents services de l'État qui ont participé. Les magistrats, ils sont soumis à la loi. Ils ne sont pas là pour contredire la loi parce qu'ils sont là pour dire les droits. Comment est-ce possible les magistrats vont maintenant commencer à critiquer alors que le ministre a un dossier? Il y a quelque chose de louche dans cette affaire-là. Donc, alors que eux, en tant qu'une corporation, ils ont un syndicat. Dans notre pays, je ne comprends pas comment les choses marchent. Leur syndicat devrait maintenant siéger. S'il y a des choses qui revendiquent par rapport aux états généraux, les syndicats devaient saisir des autorités compétentes pour revendiquer. Mais ce n'est pas des magistrats qui vont aller comme ça, critiquer comme ça. Moi, je sais pas, sur le plan éthique, même sur le plan des droits, ça pose un problème énormément. Parce que les législateurs, c'est l'Assemblée nationale. Sur l'Assemblée nationale, le Parlement, donc, de dire un mot parce que ce sont des législateurs, parce qu'ils ont fait des lois. Et lorsque les magistrats commencent maintenant à prendre des partis par rapport à la loi, comme ça, appel-mail, il y a un problème. Ils doivent utiliser leurs syndicats comme dans tous les secteurs. C'est pourquoi on met des syndicats. Ce sont des syndicats qui revendiquent par rapport aux corporations, par rapport aux carrières des gens. C'est comme ça que ça devait fonctionner. Donc, cette manière de faire des choses, en tout cas, franchement, il y a un problème sérieux. C'est comme je disais aussi, sur les plans politiques, il faut peser des choses. Entre l'intérêt de l'État de laisser Moutamba et de les poursuivre, qu'est-ce qui pèse dans la balance? Alors que Moutamba venait de faire un travail de titan, nous avons tous suivi, c'est-à-dire la manière dont il est en train de faire un effort pour asseoir la justice. C'est vrai, il n'est pas parfait, mais est-ce que si on regarde dans tous les ministères, on va voir qu'il y a des problèmes. Il y a des tentatives, des détournements qui peuvent aussi se faire sentir. Pourquoi cette précipitation alors que la personne qui vient demander l'autorisation de poursuite a des problèmes aussi avec l'inimitié avec le ministre de la Justice? Moi, je pense que le commandant suprême, en tant que magistrat suprême, devait s'en saisir de la question pour voir clair afin de pouvoir orienter des choses. Parce que aujourd'hui, à la fin du mandat, c'est le président de la République qui va être critiqué. C'est pourquoi vous voyez qu'on dit que notre constitution, c'est une constitution vraiment à changer et puis à l'adapter par rapport à notre façon de voir les choses. Au Congo, en Afrique en général, au Congo en particulier, lorsque les choses ne marchent pas, on parle du président de la République. C'est lui qui sera jugé devant le peuple. Encore que le président de la République accorde circonscription électorale, la République, contrairement aux députés ou aux sénateurs qui ont des circonscriptions bien limitées dans l'espace. Mais toute la République, c'est la circonscription des chefs de l'État. Donc, les chefs de l'État doivent savoir cela et être très, très prudents, ouvrir l'œil et le bon pour voir est-ce qu'il n'y a pas des gens derrière qui cherchent comment pour faire couler le président de la République, sa vision des choses. Ces généraux, ils doivent les protéger, que ce soit dans tous les domaines, ils doivent savoir quels sont ces généraux qui sont se débattre par rapport à sa vision, les protéger. S'il y a des reproches à faire, on peut se faire au niveau interne. Il y a des sanctions disciplinaires qui peuvent y avoir, mais souvent amener des gens dans la justice comme ça, alors que des gens ont des choses qui sont en train de faire aussi des bons, il faut vraiment réfléchir 2 fois avant d'agir. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui, très chers internautes. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Et donc, moi, je me présente, je suis Guilhem Ikobi, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, diplômé en ressources humaines, négociateur. Et donc, quant à moi, ce que je peux vous demander, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion, après d'agrandir notre espace d'espoir pour partager nos idées et nos connaissances. Donc, quant à moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.